petite vidéo a pour principe de vous montrer, vous réexpliquer le principe du simplex, son algorithme, comment il fonctionne, sur un exemple. Donc pour ce faire, on va partir sur l'exercice 2 de la feuille TD numéro 2. Donc on va tout d'abord revoir ensemble la méthode pour lire un énoncé d'optimisation, extraire correctement les données, ne pas se tromper, et ensuite je vous expliquerai comment fonctionne le simplex, et ensuite on construira le tableau du simplex et on fera une résolution, et à la fin je vous expliquerai comment bien lire un tableau du simplex. C'est important à bien le comprendre pour ne pas dire de bêtises, premièrement, et gagner du temps. Donc allons-y. Donc l'exercice consiste à regarder deux catégories de champagne fournies par une coopérative. Le champagne X1 et le champagne X2. Donc tout d'abord, on vous demande de traduire sous forme d'une équation et d'une expression optimisée les contraintes et objectifs suivants. Donc première contrainte, le grossiste ne peut stocker quotidiennement que 1000 caisses, toutes catégories confondues. Contrainte 2, les débouchés ne peuvent absorber quotidiennement que 700 caisses de la catégorie 2. Contrainte 3, pour le transporteur, le camionneur ne dispose que de 1500 emplacements. Une caisse de la catégorie 1 occupe 2 emplacements, celle de la catégorie 2, un seul. Objectif, maximiser la charge. Une caisse de la catégorie 1 rapporte 3 €, une caisse de la catégorie 2 rapporte 2 €. Donc, dans cet énoncé, c'est assez explicite quelles sont les contraintes et quelle est la fonction plutôt à optimiser. Mais admettons qu'il n'y ait pas tous ces mots comme contrainte et qu'on ait moins d'informations. Donc, première chose, c'est de regarder où est-ce qu'il est question d'argent dans l'énoncé. Donc déjà, on voit que la phrase ici, une caisse de catégorie 1 rapporte 3 € et une caisse de catégorie 2 rapporte 2 €. Donc cette phrase-là doit vous dire, ici, c'est la fonction objectif. Il est question d'argent, il est question de rentabiliser, d'optimiser un gain. Donc déjà, c'est ici qu'on va savoir quelle est la fonction optimisée. Cette fonction optimisée, elle dépend de deux variables. La catégorie 1 et la catégorie 2. Donc, c'est ce qui va nous amener à noter. On note X1 la quantité de champagne de la catégorie 1 et X2 celle de la catégorie 2. Ça sera ça nos variables. Ensuite, à partir de là, on va pouvoir écrire le programme linéaire. Pour ce faire, on va regarder les contraintes et les traduire sous forme d'une équation. Première contrainte, le grossiste ne peut stocker que 1000 caisses, toutes catégories confondues. Donc c'est ce que j'ai noté par une flèche marron et qu'on va pouvoir écrire comme X1 plus X2 plus petit que 1000. C'est la première contrainte. Deuxième contrainte, on ne peut avoir que 700 caisses de la catégorie 2. Ce que j'ai noté par X2 plus petit que 700. Et enfin, en orange, on a 1500 emplacements qui peuvent être occupés par la caisse X1 qui en prend 2 et les catégories 2 qui en prennent 1. C'est la troisième. Donc on a déjà réécrit notre problème sous forme d'une fonction objectif, maximiser 3x1 plus 2x2, et des contraintes, 3 contraintes dans l'occurrence. Question, résoudre graphiquement ce problème. Bon, je l'ai résolu sur GeoGebra, mais l'idée est la même si vous avez une feuille et un stylo. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on trace les droites relatives aux contraintes. Par exemple, pour la première, D1, ça va être x1 plus x2 égale à 1000. Donc si on trace x2 en fonction de x1, on peut dire que x1 égale 1000 moins x1. Voilà, ça va être l'équation de ma droite D1, etc. Je vais avoir la droite D2, donc je transforme l'inégalité en égalité. D2, ça va être x2 égale 700, et la D3, ça va être x2 égale 1500 moins 2x1. Ceci me donne trois droites. La droite D1 ici, la droite D2 ici, la droite qui est horizontale, et la droite D3. Ces trois droites, combinées au fait que x1 et x2 sont forcément positifs, donc à ces droites-là, hop, les droites-là que je fais ici, comme ça, hop, me désignent un domaine. Donc c'est un domaine de solution réalisable. Hop. Toutes les valeurs ici sont réalisables. C'est-à-dire que n'importe quel point vérifie les contraintes.
Par exemple, le point ici va vérifier pour x1 égale 400 et x2 égale 200. Alors, je suis dans les clous, je respecte toutes mes contraintes. J'aurai un certain profit réalisé à ce point-là. En parlant de profit, justement, on va tracer une quatrième droite. La quatrième droite, c'est ce qu'on appelle la droite d'isoprofit nul. C'est celle-là. En fait, je prends ma fonction objectif, je la mets égale à 0, et ça me donne une droite d'isoprofit nul. Ça veut dire que tous les points de cette droite-là ont un profit nul. Par exemple, le point 0, 0, pour x1 égale 0, x2 égale 0, j'ai un profit nul. Si je me mets à x1 égale moins 200 et x2 égale 300, j'aurai aussi un profit nul. Je trace cette droite-là. Donc on peut écrire comme x2 égale moins 3,5 de x1. Et je vais chercher maintenant le point dans le domaine, que j'ai en bleu clair, qui est le plus éloigné de cette droite-là. Alors, les points candidats, c'est simple, c'est ceux-là. Ça va être le point A ici, le point B, le point C et le point D. Donc ce que je peux faire, c'est tracer les parallèles en B, en A, en C et en D. Et regardez, celle qui est la plus éloignée de ma droite d'isoprofit nul. Donc je vous ai tracé ici, par exemple, 3 droites. Celle qui passe par B, celle qui passe par D et celle qui passe par C. On voit à l'œil que c'est celle qui passe par C qui est la plus éloignée. Si on veut se convaincre, comme on sait que c'est des droites d'isoprofit, il me suffit de calculer le profit en un point de cette droite et regardez combien il vaut. Ici, par exemple, pour la droite qui passe par B, j'ai un profit qui vaut 1800. Ça veut dire que tous les points de cette droite-là réalisent un profit de 1800. Tous les points de la droite qui passe par C réalisent un profit de 2500. Donc j'ai bien que C réalise le plus grand profit. Si je veux le résoudre mathématiquement, je vois que C, c'est à l'intersection de D1 et D2. D1 et D3, pardon. C'est ça la D3. Donc j'écris C1 intersection de D1 et D3. Je résous mon système, je vous ai mis les étapes, et je trouve x1 égale 1000 moins x2 et x2 égale 500. Donc j'ai donc x1 égale 500, x2 égale 500. Graphiquement, on a donc C qui a pour coordonnées 500, 500. Phrase importante à retenir, l'optimum, ici un maximum, est atteint en C et vaut 3 fois x1 plus 2 fois x2, c'est-à-dire 2500. On a résolu graphiquement. Maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne graphiquement, on va essayer de retrouver les mêmes solutions via l'algorithme du simplex. Donc on vous donne un tableau, on va voir comment on arrive à ce tableau-là. Principe algorithme du simplex. Donc déjà, je vais réécrire mon programme sous forme standard, c'est-à-dire que je vais trouver des variables, ce qu'on appelle les variables d'écart, qui me permettent de transformer mes inégalités en égalité. Je sais que x1 plus x2 est plus petit que 1000. Donc je peux trouver un autre variable, E1, tel que x1 plus x2 plus E1 vaut 1000. Prenez l'exemple que 2 par exemple est plus petit que 7. Mais vous pouvez dire que 2 plus E1 égale 7. Ici E1 égale 5. C'est un peu le principe. Pareil pour la deuxième équation, pareil pour la troisième. Donc je me retrouve avec 3 variables d'écart. Avec ces 3 variables d'écart qui restent positives. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est comment fonctionne l'algorithme. Ce n'est pas ce que vous aurez besoin de faire à chaque fois, mais vous devez comprendre ce qui se passe. On part d'une solution, ce qu'on appelle une solution de base. x1, x2 égale 0, c'est-à-dire que je suis à ce point-là, de profit nul, et donc j'ai E1, E2 qui valent 1000, donc en remplaçant ici x1 par 0, x2 par 0, j'ai E1 qui vaut 1000, E2 qui vaut 700, E3 qui vaut 1500. Donc, j'ai donc des variables de base, E1, E2, E3, qui valent 1700 et 1500, et des variables que je vais appeler hors base. Et ça va être avec ça que je vais jouer. C'est quand on est à z égale 0. Le principe du simplex, c'est de parcourir, de partir de là, et de parcourir les sommets de mon domaine jusqu'à obtenir le point qui a le profit le plus élevé. Donc on part de z égale 0 et on va augmenter mon profit petit à petit. Donc comment on fait ? Je sais que quand je regarde ma fonction optimisée,
Quand x1 augmente de 1, la fonction optimisée z vaut 3 de plus, parce que le coefficient devant x1, c'est 3. Quand je vaux 1 de plus pour x2, j'augmente de 2. Donc, c'est x1 qui rapporte le plus, lors d'une variation de 1. Donc, je vais faire rentrer x1 dans la base. Je rappelle que x1 était déjà ici, hors base. Je vais le faire rentrer dans la base. Mais comme ma base elle comporte 3 éléments, la question c'est qui le maillon faible? Qui est-ce qui va sortir? Si x1 rentre, donc je vais faire bouger x1 et x2 je laisse à 0. Je réécris mon système ici. Donc x1 va valoir x1, x2 0, e1 je ne sais pas, e2 je ne sais pas, e3 je ne sais pas. Donc on avait x1 qui est, je rappelle l'équation de tout à l'heure, x1 plus x2 plus petit que 1000, ça donne x1 plus petit que 1000. Et la troisième équation, 2x1 plus 3x2, il me semble, plus petit que 1500. La deuxième, c'était x2 plus petit que 700. Mais comme x2 vaut 0, on ne la regarde pas. Donc ces deux équations, une équation me donne x1 plus petit que 1000 et x1 plus petit que 750. La plus grande valeur que x1 peut prendre, en respectant ces conditions, c'est 750. Donc, si x1 vaut 750, x2 vaut toujours 0, x1 750, combien vaut e1? Je remplace dans la première condition, c'était x1 plus x2 plus e1 vaut 1000. x1, on a dit qu'il valait 750, x2 vaut 0, donc x1 plus e1 égale 1000 me donne x1 égale 250. D'après la deuxième équation, comme x2 vaut 0, x2 plus e2 égale 700 me donne e2 égale 700. Et dans la troisième, comme c'est celle qui m'a donné x1 égale 750, celle que j'ai maximisée ici, e3 vaut toujours 0. Donc, je vais considérer, là j'ai bien vu que sur mes variables d'écart, celle maintenant qui est la plus petite, c'est e3. e3, je l'ai ramené à 0, donc je la fais sortir. C'est ma variable de sortie. J'ai une variable d'entrée, une variable de sortie. C'est le premier critère de Dantzig. Etc., etc. D'ailleurs, si je regarde sur le graphique, je suis à ce point-là. Hop. Je suis à x1 égale... je suis à x1 égale 750, x2 vaut 0. Donc je suis au point ici. Voilà, je suis parti de là et je suis arrivé là. Première étape. En faisant le graphique, je me dis, donc ça serait la prochaine étape, j'arriverai bien au point C. Bon, ça c'est quand je le fais à la main. On va le faire sur mon tableau. Le tableau, c'est comme ça. Vous créez votre tableau. Donc, vous mettez en haut ce qu'on appelle les variables hors base. Vous commencez par x1, x2, qui ne sont pas dans la base, et vous complétez avec e1, e2, e3, mes écarts. Ici, vous allez mettre, pour les variables de base, celles que j'ai en base. Donc, j'ai dit que je commençais par les variables d'écart, e1, e2, e3. Et à la fin, je mets ma fonction objectif z. Première ligne. J'ai x1 plus x2 plus e1 vaut 1000. Je réécris 1x1 plus 1x2 plus 1e1 égale 1000. Etc. Deuxième ligne, c'était x2 plus e2 vaut 700. Et ainsi de suite. Pour z, je regarde, ma fonction objectif, c'était 3x1 plus 2x2. Donc je vais là, 3x1 plus 2x2. Ici, j'ai que des zéros. Une fois que j'ai ce tableau-là, qu'est-ce que je fais? Je regarde quel est le plus grand z positif. Ici, c'est 3. Donc, je prends la colonne ici. Et là, je dis, ça, c'est ma variable d'entrée. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. On a dit que c'était x1 qui avait la plus grande importance pour faire varier mon z. Donc, c'est lui que je vais faire entrer. Petite subtilité maintenant. Ce que je fais, c'est que je prends ma colonne des b et je la divise par ma colonne des x1. Par ma colonne des variables d'entrée. Donc, ça me fait 1000 divisé par 1. Ça me fait 1000. 700 divisé par 0 par convention, ça fait plus infini.
1500 divisé par 2, ça fait 750. Et donc là, je regarde. Deuxième étape, ça c'était la première étape. Deuxième étape, le plus petit positif ou nul parmi ceux-là. Plus petit positif ou nul, ici c'est 750. Donc E3 devient ma variable de sortie. L'intersection entre les deux, c'est important de le noter, ça, c'est ce qu'on appelle le pivot. Voilà le premier tableau. Et je retrouve bien ce que j'avais tout à l'heure, variable d'entrée x1, variable de sortie E3. Maintenant, je continue. Donc, qu'est-ce qui bouge? E1, ici, il n'a pas bougé, je le remets. La ligne ici, on ne la touche pas, jamais. C'est la colonne des variables de base qui vont bouger à chaque fois. Ensuite, E2, il ne bouge pas. Par contre, E3, il devient x1. Et je laisse le z ici. Donc, première étape, je normalise la ligne 3. Ça devient la ligne 3 divisée par le pivot, c'est-à-dire 2. Donc, je l'écris, ça me fait 1, 1 demi, 0, 0, 1 demi, 750. Maintenant, je regarde toujours cette colonne-là. Par rapport à cette colonne que j'ai là. Et je regarde combien de fois est-ce qu'il faut que j'enlève la ligne 3 dans les lignes 1, 2 et 4 que j'ai là-haut pour avoir que des zéros dans ma première colonne. Donc par exemple pour la première ligne, il faut que j'enlève une fois parce qu'ici j'ai un 1, ici j'ai un 1. Donc L1, ça devient L1 moins une fois L3. Donc on y va, ça me fait 0, 1 moins 0. Maintenant 1 moins 1,5, ça me fait 1 demi. Ici, ça va me faire 1. Ici, ça me fait 0, moins 1 demi, et 250. 1000 moins 750. Très bien. Je fais pareil pour la deuxième. La deuxième, la deuxième, elle ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'ici, j'avais déjà un 0. Donc L2 devient L2. Et je réécris la deuxième ligne ici. Pour le Z. Le Z, ici, j'ai un 3. Donc, ça va être L4 moins 3 L2. Et on y va. Donc ça me fait 0. Ça va me faire ici un 1 demi. 0. 0. Moins 3 demi. Moins 2250. C'est ce qui vaut 0. Moins 3 fois 750. Je regarde maintenant quel est mon plus grand Z positif. Donc je vais juste enlever la couleur de celle-là pour ne pas nous perturber. Le plus grand Z positif, c'est lui. Hop. Donc lui, ça devient ma variable d'entrée. Je divise maintenant B par ma colonne x2. 250 divisé par 1,5, ça me fait 500. 700 ici, 750, 1500. Et donc, mon plus petit Z, mon petit B sur AI, positif, c'est important, c'est lui. Donc, ma variable. Hop. Variable de sortie. Et le pivot. Pivot. Et on recommence. Ici, donc j'ai dit, ici, ça va être x2 qui prend la place. Ici, j'ai un x1 et là, j'ai un 2. Donc, première étape, L1, ça devient L1 divisé par le pivot. Divisé par 1,5. Donc, je réécris, ça me fait 0, 1, 2, 0, moins 1, 500. La deuxième, ici, elle va bouger parce que j'ai un 1 ici, donc ça va être L2, devient L2 moins L1. Et j'y vais, donc ça me fait 0, 0, moins 2, 0, 1, 200.
pour la troisième, ça va être L3 moins 1 demi de L1. Donc on y va. 1, 2, moins 1, 0, 1, 500. Et pour le Z, pareil, L4, c'est L4 moins 1 demi de L4. Donc là pour le Z. Et donc ça va me faire 0, 0, moins 1, 0, moins 1, moins 2500. Et là, je ne continue pas, je m'arrête. Pourquoi ? Dans la ligne des Z ici, je remarque que tous les Z sont négatifs ou nuls. Donc je vais être au maximum, à l'optimum. Ok ? Est-ce qu'il est unique ? Donc là, je regarde les Z des variables hors base. Donc ici, je regarde les Z des X de E1 et E3. Hein, c'est les seuls qui n'appartiennent pas à cette famille-là. Ils ont des Z qui sont strictement négatifs. Donc le minimum, l'optimum, est unique. 2 informations. Troisième information. Ici, vous avez la valeur de Z, l'optimum, 2500. Ok ? On continue. Vous avez les valeurs quelle valeur est atteint l'optimum. X2 vaut 500, X1 vaut 500. Attention, c'est toujours en valeur absolue. Hein. Ici, quand je dis que Z va être 2500, c'est parce que c'est valeur absolue de moins 2500. Et enfin, vous avez une autre information. Vous savez que E2 vaut 200 à l'arrivée. Ça veut dire que j'ai un excès de 200 de E2. On va voir après ce que ça veut dire. Donc je vous laisse bien revoir tout ça. Comment on interprète un tableau. Comment lire le tableau ? Tous les coefficients de Z sont négatifs ou nuls. On a l'optimum. Tous les coefficients de Z des VHB, donc des variables hors base, sont nuls. Unicité, 2 choses. L'optimum est atteint en X1 vaut, donc là je lis là, X1 vaut 500, X2 vaut 500. Et Z, il vaut 2500. Ok ? De plus, on peut même rajouter 2 plus. Alors, E2 vaut 200. Comme dans le tableau, je n'ai pas E1 et comme je n'ai pas E1 et E3 dans mes lignes, je peux dire qu'elles sont nulles. On peut le vérifier. Je sais que X1, on relit, X1 plus X2 plus E1 vaut 1000. X1 plus E1 plus X2 vaut 1000. Ici, j'ai 500 plus E1 plus 500 égale 1000. Donc E1 égale 0. Voilà comment on fait pour retrouver. Et pareil, on trouvera que E3 égale 0. Donc rien qu'avec ce tableau-là, vous connaissez les variables d'écart, leur valeur, et la valeur du minimum, enfin d'optimum, et vous savez en quel point est-ce qu'il est atteint. Ok, maintenant qu'on est là, dernière petite chose. Comment interpréter les valeurs ici ? Donc les valeurs de Z. Mais il faut regarder la chose suivante. Il faut comprendre qu'en fait, le Z de E1, c'est quand je fais varier un tout petit peu ma quantité. Donc ma E1, c'était lié à la contrainte numéro 1 qui était je ne peux stocker que 1000 caisses. Voilà, on vous dit par exemple, si le grossiste pouvait stocker 1001 caisses au lieu de 1000 caisses. Ça veut dire que j'augmente de 1 ma capacité liée à ma première contrainte. Donc ça veut dire qu'ici, je regarde quel est l'impact de la variation de E1. Je lis moins 1. Ça veut dire que si j'augmente d'une caisse, une caisse en plus, donc ça veut dire que je passe de 1000 caisses à 1001 caisses, donc je fais 1001 moins 1000.
ok. Je fais fois la valeur absolue de moins 1, donc de ce nombre-là, d'accord, et je fais plus la valeur, l'optimum que j'ai, 2500. Et là, je trouve 2501. Ça veut dire que le fait de faire varier d'une caisse me rajoute 1 à mon bénéfice. Voilà comment on lit ici. On va lire aussi que E2 n'a aucun impact sur mon bénéfice. Une petite variation au niveau de ma deuxième contrainte ne me fera ni gagner ni perdre d'argent. Mais par contre, pour E3, c'est pareil, c'est 1. Donc je peux gagner ou perdre en fonction de si je gagne ou si je perds des emplacements. Je sais plus, E3, je vais vous dire. E3, c'est voilà, les emplacements. Donc si je gagne un emplacement, je vais gagner un petit peu. Si je perds un emplacement, je vais perdre un petit peu. Par contre, si j'ai plus ou moins de débouchés, c'était la deuxième ici, ça ne changera rien. C'est à la marge, si j'ai une petite variation, ça ne change pas grand-chose. Donc ça, c'était pour comment est-ce qu'on lit la dernière ligne. J'espère que vous avez tout compris et je vous souhaite bon courage pour la suite. À bientôt, au revoir.